Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur VTT Découverte. Aujourd'hui je vous montre comment faire la maintenance de votre e-bike sans aucune connaissance et sans avoir trop d'outils. En fait le multi-outil que vous avez sur votre bike peut être suffisant. Tout ceci pour éviter à votre précieux VTT de se dégrader trop vite. C'est parti. Sachez que j'ai enfin mon Insta donc qui s'appelle VDécouverte qui reprend tout ce que je vais faire en VTTAE et en van life, donc avec Nanook. N'hésitez pas donc à me suivre pour avoir un petit peu des news sur ce qui va se passer sur mes chaînes. La maintenance d'un VTTAE, elle peut sembler intimidante au début, surtout quand on n'y connaît rien ou que vous êtes comme moi et que vous avez deux mains gauches et aucune connaissance. Comme moi quoi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un VTTAE, comme ce petit monsieur là-bas, je suis en train de taper dans l'éclairage, ne nécessite pas plus de maintenance qu'un VTT classique. Comme, et oui, il est enfin de retour sur la chaîne, Baby Eustache. Alors oui, certes, on a en plus un moteur, une batterie et des displays ou voilà, des commandes, mais ce sont des choses où il n'y a pas d'entretien et qui sont censées durer toute la durée de vie du bike. Donc, normalement, vous en faites pas plus. Les seules choses qu'on va éviter pour que votre moteur garde sa santé le plus longtemps possible, c'est d'éviter d'avoir une accumulation de boue trop importante, vraiment tout le temps autour du moteur. Que votre câblage, s'il n'est pas en interne, qui va vers le capteur de vitesse, soit toujours en bonne condition. Et on va aussi faire gaffe au petit aimant, pareil si vous savez le voir facilement, soit propre et qui n'ait pas l'air endommagé. Donc c'est le petit aimant qui permet au moteur de savoir à quelle vitesse va le vélo. Donc sur cette vidéo, on va parler de quelques petites choses qui vraiment devraient vous permettre de garder votre VTT en bonne santé durant toute sa vie. Si vous faites déjà ça, ce sera un VTT heureux et comblé. Et oui, il sera tout fou, tout content. Comme mon petit baby Eustache et mon bon petit gros. Regardez, il a même un nounours. Attends. Voilà, un nounours. Et oui, je suis un enfant. Si vous n'aimez pas ça, oups. Un jeu de direction qui se dessert, c'est quelque chose qui peut apparaître sur votre VTTAE. Et c'est quelque chose dont vous allez très vite vous rendre compte si ça se passe. Vous allez commencer à avoir des bruits lorsque vous êtes en descente ou sur du terrain cassant, ainsi qu'en freinant, et vous entendrez vraiment un bruit qui viendra du jeu de direction. Pour rappel, le jeu de direction, ça se situe ici. Vous voyez, c'est cette partie ici, donc qui est englobée par la potence. Je ne sais pas si c'est le terme exact, mais qui va ensuite descendre vers la fourche. Alors juste petit disclaimer comme ça, si vous me connaissez, vous savez que la mécanique, c'est pas mon point fort. J'ai essayé de survérifier toutes les sources pour être sûr de ne pas dire de bêtises. Si ça m'arrive, malheureusement, n'hésitez pas juste de le dire dans les commentaires. J'épinglerai les commentaires qui montrent là où je me suis trompé pour que tout le monde puisse être au courant et que la vidéo reste de qualité. Fin du disclaimer. Un bon moyen pour savoir si votre jeu de direction est desserré ou pas, sans avoir à aller risquer de vous casser les dents sur des descentes accidentées, ça va être de faire ceci. On va venir bloquer notre frein avant, je vais mettre mon vélo droit, et on va tout simplement essayer de faire aller notre bike d'avant en arrière. Si vous ressentez que ça vient bouger au niveau de... j'ai plus le nom. Alors je vais peut-être me tromper, mais donc un des roulements du jeu de direction, où vous entendez des bruits, c'est que ça vient de là, il va falloir le resserrer. Alors comme je vous l'ai dit, on est dans la simplicité ici, vraiment. Je vais utiliser le multi-outil que j'ai donc sur mon vélo en permanence pour vous montrer qu'il ne faut vraiment pas des masses d'outils. On va avoir besoin d'une clé Allen de 4 et d'une de 5. Je ne vais pas tout desserrer parce que chez moi c'est bien, je ne vais pas risquer d'avoir des problèmes. Vous allez donc desserrer en premier les deux vis qu'il y a sur votre potence. Donc vous en avez une ici, de ce côté, voilà, on la verra mieux comme ça. Et vous avez la même de l'autre. Donc il y en a une qui est en bas, une qui est en haut. Et ensuite, on va venir tout simplement, donc vous ne devez pas trop desserrer, sinon vous allez perdre votre axe et tout. Enfin, votre guidon sera plus droit, c'est pas agréable. Juste desserrer suffisamment pour qu'il y ait un peu de jeu. Et vous allez venir resserrer avec la clé Allen de 5 cet endroit-ci. Il ne faut pas serrer comme un barbare, mais juste assez pour qu'il n'y ait plus de jeu quand vous allez refaire le test. Donc en freinant à l'avant et en faisant des mouvements d'avant en arrière. Attends nounours, on a besoin de voir. Il se peut aussi que vous ayez donc le multi-outil SWAT, donc que vous venez mettre ici dans votre potence. À ce moment-là, vous n'avez donc pas les
l'écrou, la vis, le boulon, je sais plus, qui est ici, mais qui va se retrouver donc en dessous, par là où vous êtes venu en fait serrer quand vous avez installé le multi-outil. Donc ce que vous allez faire, pareil, on va desserrer cette vis-là, celle-ci, donc avec la clé de 4, mais avec celle de 5, vous allez devoir passer donc là en dessous pour venir serrer votre jeu de direction. Donc au lieu de le serrer d'ici, vous allez le serrer d'en dessous. Et voilà, comme ça on a couvert tout. Et voilà, déjà la première étape de terminée. Maintenant on va passer au check des suspensions. Pour ceci, on va peut-être avoir besoin de quelque chose d'autre que votre multi-outil. On va avoir besoin d'une pompe à suspension. Moi je vais utiliser ici celle-ci qui est une pompe à pied, mais vous pouvez aussi utiliser une pompe à main. C'est d'ailleurs ce qu'on retrouve le plus souvent et c'est ce qu'il y a de moins cher. Pourquoi ce check des suspensions? Vous venez de recevoir votre bike il y a quelques temps, vous roulez et vous vous rendez compte que de ride en ride, il est de plus en plus mou et que vous tapez de plus en plus vos pédales au sol. Ou bien que vous venez talonner, donc c'est le fait de venir en fond de course, donc vraiment d'utiliser tout votre débattement, niveau de votre amortisseur donc cette fois-ci, lorsque vous faites des gros sauts ou qu'il y a des gros impacts. Évidemment ça je ne vais pas savoir vous le montrer sur mon VTT AE parce que j'ai un ressort, donc ça je vais vous le montrer sur le commensal. Vous allez calculer ceci donc. Je ne vais pas prendre le mètre le plus adapté pour ça, c'est pas ouf, mais j'en ai pas d'autre sous la main. Vous allez vraiment devoir calculer donc cette distance-ci, jusque là. Et ensuite quand vous allez venir vous asseoir sur le bike, vraiment le plus doucement possible sans donner de force du tout. Il ne faut pas que vous mettiez une impulsion, il faut vraiment se laisser descendre tranquillement, à la cool. Et ensuite on revient tout aussi gentiment, on descend du bike et il faut calculer où est arrivée la petite pièce en plastique pour avoir votre sag. Si vous avez un amortisseur ou une fourche RockShox, vous êtes chanceux, ils ont fait le travail pour vous. Vous avez des graduations qui vont vous dire exactement à combien de pourcents vous êtes. Ici, on est chez Fox, on ne l'a pas, donc il va falloir qu'on calcule la distance. Alors ici, ça va être très facile à faire avec ce mètre. J'ai quelque chose comme 1,7 sur... il fait plus ou moins 7 cm. C'est à ce moment-là qu'on sort la calculette. Donc on avait dit quoi? 1,6 divisé par 7, je suis à 0,22. Donc j'ai même trop de sag. Donc ça fait 22%. Vous voyez, c'est très facile à faire, c'est juste moins pratique. Vous pouvez faire ça aussi à l'avant sur votre fourche. Voilà, on le voit bien ici. Donc vous voyez ici, vu que c'est une fourche qu'on peut passer de 150 à 160 mm, vous avez, pour quand elle est en 150 mm, cette première barre. Moi, vu qu'elle est en 160, je dois me baser sur la seconde. Et une fois que vous allez monter sur votre vélo, il va se mettre un certain pourcentage. Et vous avez votre sag. On remonte le trépied. Il est trop haut. Là, maintenant, il est bon. Maintenant, c'est bien beau tout ça. Je viens de vous dire que j'avais 22% sur mon amortisseur. Et voilà. Comment savoir quel pourcentage vous devez viser, vous? Alors, il faut savoir que le constructeur de vos amortisseurs, de votre fourche, vont vous fournir des schéma où on va vous montrer en fonction de votre poids et de votre pratique qu'est-ce que eux recommandent comme sag. Moi, je fais du All Mountain avec le Specialized. J'aime bien avoir aux alentours de 30% de sag. Maintenant, vu que j'ai un amortisseur, c'est toujours réglé. Enfin, j'ai un ressort, c'est toujours réglé comme ça doit l'être. C'est l'avantage, ça bouge pas. Sur le commensal, je trouve ça étonnant que j'ai si peu de pression dedans. Parce que vu que lui, je fais du plus gros enduro ou du bike park avec, en théorie, je devrais être vers les 30-35 même, selon mes préférences à moi. Alors, petite précision, hein, c'est toujours bon à savoir, admettons que vous avez comme moi 2 bikes et que tous les deux ont vraiment le même amortisseur du même constructeur, et c'est exactement le même modèle, vous allez toujours devoir rajouter un peu plus de pression que ce qui est recommandé dans le VTT AE. Pour une bonne raison, le VTT AE, il est plus lourd, donc il y a plus de poids, c'est plus de contraintes. Donc, pour avoir un sag qui va être équivalent à celui d'un VTT musculaire, il va falloir un peu plus de pression vu qu'on a plus de poids à supporter. Autre petite précision aussi, niveau des suspensions, ne faites pas ça à poil. Je veux dire, ne faites surtout pas ça comme moi je viens de le faire. Le poids qui est intéressant ici, c'est pas le poids que vous faites vous quand vous êtes tout nu, mais c'est le poids quand vous êtes prêt à aller rider. Donc, avec votre sac, avec votre casque, vos protections, le camelback rempli, vraiment avec tout ce que vous allez emporter, parce que c'est ça le vrai poids que vous faites sur un vélo. Maintenant, je vais passer en fait à ce qui est important. Comment est-ce qu'on gonfle tout ça? Vous allez voir que c'est très simple. On va venir ici donc sur notre amortisseur, je desserre la valve, voilà. Je pose ça là et je sais exactement que je vais la perdre. Vous allez venir mettre votre pompe. Ouais, on voit rien en fait là avec ma main qui est là. Ça c'est génial. Et je vois que je suis à 190 PSI. Donc voilà, là à ce moment-là, soit vous gonflez pour rajouter un petit peu,
soit vous en enlevez. À vous de voir, mais généralement quand on fait ça, c'est qu'on veut en rajouter. Ensuite, on vient desserrer tout ça. L'avantage, en fait, moi c'est pour ça que j'ai une pompe à pied, mais certaines pompes à main l'ont aussi, c'est que pour ne pas dégommer vos filets, parce que bon, vous avez mis plus ou moins 200 PSI de pression dans votre tout ça, pour ne pas venir dégommer le filet en enlevant un câble qui est accroché avec toute cette pression, on peut sur certaines pompes venir d'abord desserrer cette partie ici, lâcher toute l'air qu'il y a encore dans le tuyau et venir ensuite décrocher sans aucun problème, et vous n'allez pas entendre un gros pchit que vous auriez si vous n'aviez pas ce système en fait. Voilà, ça c'était juste pour vous, c'est gratuit, c'est pour le plaisir, c'est Bibi qui offre. Voilà, alors ça c'est juste parce que j'avais oublié de le faire dans la vidéo sur le pied d'atelier, bah qu'on voit quand même plus en fait. Non, mais en fait, ce que j'avais oublié de vous dire, c'est que... J'ai encore oublié ce que j'avais oublié de vous dire. Oui, juste. Voilà. Quand vous faites le test pour savoir si vous êtes de nouveau avec le bon sag, ne faites pas ça pour gagner du temps, avec la pompe qui est toujours branchée sur votre amortisseur. Bon, ici en l'occurrence, c'est plus la même chose. Vous devez à chaque fois enlever la pompe parce que de l'air est toujours stocké dans le tuyau et dans la pompe, donc ça fausse le résultat. Et maintenant, on va passer des vitesses qui passent mal ou qui craquent. Ça, quel plaisir. Alors, des vitesses qui craquent, qui hésitent, vous voyez celles qu'on entend, qui veulent pas passer. Vous venez d'appuyer, non, ça passe pas. Qui font du bruit, enfin, toutes ces choses qui sont un vrai cauchemar. Sur des VTT AE qui prennent des chocs et des vibrations à longueur de journée et qui reçoivent, grâce au moteur et à vos terribles jambes, une puissance phénoménale tout le temps. Il faut vraiment s'assurer pour votre confort et celui du bike que ça soit toujours bien réglé. Voilà, en fait, c'est pas plus simple que ça. Je cherchais une super phrase, mais alors que non. Et pour cela, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est pas compliqué et vous n'aurez besoin d'aucun outil. Attends, là on est quand même un poil trop près ma couille. Parce que si vos vitesses ne passent pas bien, c'est bien souvent pour une raison, c'est la tension du câble qui pose problème. De dérailleur, le câble de dérailleur. Excusez-moi, je suis pas complet. Fait les choses bien ou on ne les fait pas. En l'occurrence, faudrait peut-être que j'arrête YouTube alors. Pour ceci, vous allez devoir localiser la petite bague. Ah, je viens de retourner le vélo, mince. Vous allez devoir localiser la petite bague qui se trouve ici, sur votre dérailleur. Et c'est elle qui va permettre d'ajuster la tension du câble. Si vos vitesses montent mal, donc que vous avez du mal à aller sur les vitesses les plus faciles, donc les grands plateaux, pardon. Là, normalement, tout le monde m'a compris. Vous devez ajouter de la tension. Pour savoir déjà dans quel sens c'est pour ajouter de la tension, vous prenez la bague. Oh, ça va être compliqué comme ça. Et en gros, le mouvement doit faire tourner la bague vers l'extérieur du bike. Vous voyez? Moi, c'est comme ça que je le retiens. Donc, je vais venir faire un clic ou deux en plus. Ne faites jamais beaucoup plus de clics jusqu'à ce que vos vitesses passent bien toutes. Donc, elles montent toutes bien sans qu'il n'y ait plus d'accroc ou d'hésitation. Petite chose aussi à savoir, faire ça sur un pied d'atelier, je trouve ça relativement proche de l'inutilité totale parce que les contraintes sur le vélo, sur le câble, enfin surtout, ne sont évidemment pas les mêmes que quand vous roulez. Faites plutôt ça quand vous êtes en train de rouler en fait. Donc, si vous m'avez bien compris, si jamais vos vitesses ont du mal à aller vers le bas, donc les vitesses les plus dures, ce qu'on appelle les petits pignons, donc là où on a plus de vitesse de pointe, comme ça, tout le monde m'a de nouveau compris. Il y a au moins un terme que vous devez avoir capté. C'est que vous avez trop de tension, pardon. Il va donc falloir desserrer la bague. Donc là, on va revenir vers le vélo pour réduire la tension. Et le truc donc va être de trouver le sweet spot entre beaucoup de tension et pas beaucoup de tension. Donc vraiment là où vous descendez bien toutes vos vitesses et elles remontent toutes bien. Donc ici, on revient vers soi-même et ensuite... c'est fini. En fait, on a beaucoup trop souvent tendance à croire que si nos vitesses elles passent mal, c'est parce qu'il faut venir régler les petites vis qui sont ici. Eh bien non, c'était vraiment juste la bague qui est là. Ici, une fois que ça a été réglé par votre shop, quand vous êtes allé acheter votre vélo, que vous l'avez fait régler, et que toutes vos vitesses sont correctement indexées, il ne faut plus y toucher. C'est vraiment au niveau de la bague que tout se passe. Venir toucher à ces vis-là ne servira vraiment à rien par à vous faire perdre du temps. Et maintenant, on va en venir au frottement des freins. Les frottements de freins, en plus de faire du bruit, ce qui est agaçant, ça va vous agacer vous et les mates avec qui vous roulez, va user plus rapidement vos disques et vos plaquettes, et ça va attaquer la batterie de votre bike, parce que oui, vous êtes continuellement en train de freiner. C'est donc vraiment un point hyper important que d'avoir des freins qui sont, surtout ici on va parler des étriers, qui soient correctement positionnés. D'ailleurs, pour savoir si vous avez du frottement de frein, vous le savez sûrement, quand vous faites tourner votre roue, je vais retourner le bike, vous allez faire tourner votre roue, et comme vous pouvez l'entendre,
vraiment par intermittence, toujours au même moment, donc à un certain endroit sur le disque, j'entends un bruit, la roue ne tourne pas librement. Pour venir régler ce souci, vous avez besoin d'une clé de... c'est une clé de 5. Vous allez venir desserrer les 2 vis qui sont ici au niveau de votre étrier de frein. On vient donc desserrer ces 2 vis, pas trop. Voilà, il faut juste qu'il ait de quoi bouger le temps qu'on le replace. Je vais venir à partir de maintenant donc appliquer une pression et appuyer le plus fort possible en fait sur mon frein avant, vu que là je travaille sur l'avant. Et tout en continuant d'appuyer, c'est vraiment important de ne jamais s'arrêter d'appuyer. Je vais venir, hop, si j'y arrive, resserrer tout simplement mes 2 vis. Votre étrier, il est de nouveau bien aligné à la bonne position et vous n'avez plus de bruit. Du nettoyant frein, non. Ah! C'est l'heure du colis! Énorme, j'arrive. Merci. Bonne journée, au revoir. Et voilà. Le sujet d'une prochaine vidéo vient d'arriver, je suis extrêmement content. Et maintenant, dernière partie, on va s'attaquer à la maintenance de la chaîne. Voilà, une chaîne en bon état, c'est d'une importance capitale. Veillez donc à ce qu'elle ne soit pas rouillée à cause de l'humidité ou qu'elle ne soit à l'inverse, pas non plus surhuilé, ce qui serait contre-productif. Et pour s'occuper de la chaîne, on va avoir besoin d'un dégraissant, celui-ci, d'un chiffon, bon là j'ai plus de place dans mes mains, de lubrifiant. Si vous avez ces petits machins là qui permettent de laver la chaîne, c'est super cool, sinon vous allez voir qu'avec un chiffon et juste le spray dégraissant, on peut s'en sortir aussi pour laver la chaîne très facilement. Donc pour la chaîne, on va d'abord la dégraisser. Donc pour la dégraisser, ça va être très facile, hop. Je viens avec mon spray, je dégraisse. Alors ici, je le fais avec le spray. Sachez que si vous avez donc la petite machine qui fait bain à chaîne, ça fonctionne encore, enfin je ne sais pas si mieux, mais ça fonctionne très très bien aussi. Selon moi, ça a surtout un gros intérêt, c'est qu'ici avec le spray, si on ne fait pas gaffe et qu'on en applique beaucoup trop et enfin mal, on risque de venir contaminer le disque de frein, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. Parce que si ça vient sur le disque de frein, votre disque est mort. Et vous tuez vos plaquettes aussi, je pense. Donc c'est pas ouf. Alors maintenant que ceci est fait, il faut attendre. Ceci, faites-le vraiment très rapidement, le plus vite possible en fait. Une fois que vous êtes de retour chez vous, ne laissez pas votre chaîne, si elle a été recouverte de boue ou de plein de flotte, sécher, ça peut faire apparaître de la rouille. C'est pas bon pour tout l'ensemble de votre transmission. Parce qu'une chaîne que vous entretenez mal, c'est pas juste une chaîne à 30 € que vous allez flinguer, mais c'est un risque de flinguer toute votre transmission et ça coûte très cher. Au plus vite, vous dégraissez la chaîne. Ensuite, ce que vous devez faire, c'est laisser tout sécher et seulement une fois que c'est sec, vous allez pouvoir lubrifier votre chaîne. Si vous lubrifiez la chaîne avant que votre chaîne ne soit sèche, vous allez emprisonner toute l'humidité qui était déjà présente et donc ça aussi, ça va être contre-productif. Petite chose aussi, ça je vous le montre tout de suite. Je ne vais pas lubrifier maintenant pour les raisons donc, que je viens de vous avancer. Il est toujours très important de lubrifier via la partie intérieure. Donc, si j'étais ici avec mon spray, je viendrais lubrifier vraiment comme ceci, à l'intérieur du maillon. Ça, pour une bonne raison, c'est que ça va du coup venir sur toutes les parties qui sont en contact avec la chaîne. Mais je déconseille vraiment de lubrifier sur la partie extérieure de la chaîne. Du coup, vous faites moins facilement pénétrer la chaîne sur les endroits qui sont donc en contact. Donc ici, par exemple, les galettes dérailleurs ou les pignons des différents plateaux. Et surtout, autre chose, si vous partez rider rapidement après avoir mis votre lubrifiant, une fois que vous allez commencer à rouler, vous avez beaucoup plus de chances donc que l'huile foute le camp une fois que tout est en mouvement. C'est pas ouf. Eh bien les amis, je crois donc que cette vidéo est enfin officiellement terminée. Félicitations si vous êtes arrivés jusqu'ici parce que je suis pas encore au montage, mais je crois que ça va être très très long. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça me fait extrêmement plaisir, vous êtes de plus en plus nombreux. Ah, c'est top, c'est vraiment cool, je suis très content. Et voilà, vous lâchez un petit like, un commentaire. Sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Laissez-moi donc vous lâcher mon meilleur peace!